Amis de la Résistance, bonsoir. Ce soir, nous consacrerons cette émission au clan de la presse. Vous connaissez le principe, puisque nous avons déjà fait une émission du clan de la presse. Et ce soir, nous avons autour du micro Marie-Camille Gallic, directrice de Rivarol, Jean Madiran, bonsoir Marie-Camille, Jean Madiran, directeur de Présent, Monsieur Emmanuel Ratier, directeur de Faits et Documents, et je signale, et puis nous avons, alors je voulais faire un effet, puis c'est raté, et l'abbé Grégoire Sellier, rédacteur en chef de Fidélitaire. Jean-Claude Varane s'excuse de ne pouvoir être présent à ce débat, pour des raisons qu'il ne nous a pas indiquées. J'espère qu'il n'est pas souffrant, j'espère qu'il est en vacances comme tout le monde. Claude Giraud n'est pas là non plus, pour des raisons de travail. Martin Pelletier n'est pas là puisqu'il est en vacances également. Et puis c'est tout, je crois. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? François Brignot. Mais François Brignot était notre invité pour lancer l'émission, pour lancer comment dirais-je, le concept, comme on dit maintenant, mais comme il n'est pas directeur de journal, nous l'inviterons de temps en temps comme observateur, vous voyez. Et puis je pense qu'il est tellement ravi de faire de la radio. Je me demande si c'est vraiment un homme de radio, François. J'ai pas l'impression qu'il soit passionné par ce moyen de communication. C'est plutôt un homme d'écritoire. Enfin, il parle comme il écrit, je trouve. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, alors nous allons parler de l'actualité. Je voudrais simplement avant tout dire que nous tous nous saluons la mémoire de M. Dounaïev, qui a été, dont les obsèques ont eu lieu au début de l'après-midi tout à l'heure à la cathédrale de la cathédrale orthodoxe de la rue d'Aru, et qui est le père de Philippe Dounaïev, que vous connaissez tous. Philippe, c'est l'homme de la roulante pour ceux qui allaient au BBR, même pour ceux qui y vont encore. C'était lui qui faisait la cuisine du restaurant du Père Tranquille sur sa roulante, la roulante de l'armée. C'est pratiquement le seul, enfin en tout cas le seul que je connaisse qui collectionne des roulantes de l'armée. C'est un peu plus compliqué que l'idée à coudre. C'est le pirate du cœur Montjoie. Et c'est le pirate géant du cœur Montjoie. Le pirate à lunettes. Le pirate à lunettes, oui. Et d'ailleurs, à propos du cœur Montjoie, je dois signaler qu'ils vont, alors naturellement j'avais tout ça sur un magnifique bout de papier que je me suis dépêché de perdre, voilà, qu'ils vont donc participer à une messe pour la France, selon le rite traditionnel, qui sera célébrée le mardi 29 août à la basilique de Vézelay à 9h, à la demande du cœur Montjoie. Voilà, non pas d'autres choses à dire, sinon quand même une nouvelle qui est à la une du Monde, ça va peut-être vous inspirer, chers consoeurs et confrères des commentaires. Vous avez vu que l'euro, c'est très drôle. Les billets d'euros ont été imprimés, plusieurs dizaines de millions de billets d'euros ont été imprimés, et naturellement mal imprimés, puisqu'on est en Europe, autrement on ne ferait pas en Europe, et il faut donc les brûler. L'addition, elle est faramineuse. Oh, oui, ça devrait, entre les pots de vin, les gars qui vont piquer des billets pour pas, avant de les brûler, tout ça va coûter probablement plusieurs milliards d'euros, justement. On pourrait payer d'ailleurs tout ça avec des billets. Ça fait 14 milliards de billets. Donc 14 milliards. 14 milliards de billets. Ce sont en tout 14 milliards de billets qui doivent être produits d'ici à la date, et donc il y en a plusieurs milliards qui ont disparu, qui vont maintenant. Est-on sûr qu'ils seront tous brûlés? Non, je ne crois pas. En tout cas, c'est une chose de collectionneur, d'avoir des billets d'euros non produits, c'est vrai. Alors, il pourra toujours servir pour les gens non avertis. Voilà. Ça va être comme les timbres de la principauté de Monaco. Si vous avez quelques billets d'euros mal imprimés, ça peut valoir plus cher que des billets d'euros bien imprimés, qui eux ne vaudront jamais rien, je pense. Voilà, ça c'est pour vous montrer quand même que on entre, pour nous, Français, ça va pas être très dépaysant d'entrer dans l'euro. Parce qu'au fond, ça semble fonctionner un peu comme l'administration française. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font est mal fait.
Et ça coûte beaucoup d'argent, il faut tout casser, il faut repartir à zéro. Donc, au fond, je me demande si on a bien raison d'être contre l'Europe, puisque apparemment ça va pas changer grand-chose. Ça va être la gabegie, le bins, le désordre, la cohue et le gaspillage. Sauf qu'il n'y aura plus de francs. Oui, c'est quand même ça. Ouais. Au lieu d'être fait avec des francs, ça sera fait avec des... Il restera des francs suisses. Oui, il y a d'ailleurs quelqu'un qui a envoyé un poème qui est assez joli, qui dit que maintenant, pour payer son pain en francs, il faudra aller l'acheter en Suisse. Voilà. Alors, dans l'actualité récente, moi, la chose qui m'a le plus frappé, j'en ai fait l'édito d'ailleurs du numéro du livre journal qui est sorti ce matin, c'est ces deux décisions de justice qui ont été prises pratiquement le même jour, l'une contre l'abbé Cottard et l'autre contre les frères Trigano. J'en parle, c'est également l'édito de cette semaine. Les grands esprits se rencontrent. Voilà. Alors, on peut peut-être expliquer de quoi il s'agit. Emmanuel, vous voulez expliquer ça peut-être, parce que vous expliquez bien avec tous les détails. Oui, enfin, ce sont pas des affaires que j'ai suivies de très près. Bon, mais l'affaire de l'abbé Cottard, il était donc en appel à la suite du décès de 4 scouts d'une troupe dont il avait la responsabilité. Dont il avait, enfin, pas scout d'Europe. Non, pas scout d'Europe. Sinon, on va avoir sinon, on va avoir des protestations véhémentes de la direction des scouts d'Europe qui souhaitent pas avoir de problème avec Marie-Georges Buffet en ce moment. Mais ça, on a remarqué. Donc, ça s'était produit il y a 2 ans pendant l'été. Il y avait également une personne qui était décédée après être intervenue pour tenter de sauver ces personnes en perdition. Et donc l'abbé Cottard a été condamné à 4 ans de prison, dont 18 mois ferme, si mes souvenirs sont exacts. Absolument. Voilà. Et là, j'ai vu qu'il se portait d'ailleurs en cassation pour parce qu'il n'avait pas l'intention, pour le moment, semble-t-il, d'exécuter sa peine. Et puis de l'autre côté... Non, c'est-à-dire que la peine a donc été confirmée en tout point en appel. Voilà. Et pour les assortie d'une interdiction professionnelle, en quelque sorte, puisqu'il ne peut plus s'occuper, une interdiction définitive de s'occuper d'activités de loisirs et de sport. Oui, mais cette interdiction était déjà en première instance. Oui, non, mais ce que ça je veux dire, c'est pour la suite de l'affaire. Oui. Enfin, c'est pas tout à fait quand même une interdiction professionnelle comme celle qui vise Jean Plantin à Lyon, puisque lui, il peut même plus exercer sa profession d'éditeur pendant 3 ans. L'abbé Cottard a quand même encore la ressource d'être prêtre, ça on peut difficilement lui interdire. Alors de l'autre côté, c'est l'affaire des frères, de Serge Trigano et de son fils. Ils avaient mis, c'était au Sénégal, à Cap Skirring, au Cap Skirring, où il y a un club méditerranéen qui depuis est passé en d'autres mains. Et ils utilisaient des avions pour transporter les touristes qui n'étaient absolument pas aux normes de sécurité. L'avion s'est écrasé. Je crois qu'il y a eu 14 morts de tête. 30 morts. 30 morts et 30 blessés graves. Et finalement, tout ça s'est fort bien arrangé, puisque ils ne font pas l'objet de... Non, mais il y a une chose qui est absolument scandaleuse dans cette affaire. Je ne sais pas si Serge le relève dans son édito, mais moi, ça m'a beaucoup frappé. C'est que l'abbé Cottard a été jugé 16 mois après le naufrage de Perros-Guirec. L'affaire de Cap Skirring remonte à 1992. Les Trigano, père et fils, n'ont été jugés qu'il y a 2 mois, c'est-à-dire 8 ans après les faits. Et qu'entre-temps, donc ils ont été condamnés à 8 mois de prison avec sursis. Mais, comme entre-temps, il y a eu la loi d'amnistie consécutive à l'élection présidentielle de 1995. Les faits sont amnistiés et donc aucune peine ne sera inscrite à leur casier judiciaire et ils n'ont pas d'interdiction professionnelle alors que Serge Trigano est toujours dans le tourisme. Et je rappelle que la loi d'amnistie de 1995, Jean Madiran et tout le monde le sait ici, excluait tous les délits de racisme ou de révisionnisme commis
retenu en vertu et condamné en vertu de la loi Guessot. Et pas seulement cela, puisque les personnes qui avaient participé à des manifestations de prière devant les hôpitaux, cliniques d'avortement, par exemple, n'ont pas été non plus amnistiées. C'était vraiment une amnistie sur mesure. D'ailleurs, il y avait également, il y a eu un certain nombre d'automobilistes qui n'ont pas eu non plus, qui n'avaient pas obtenu ce qu'ils souhaitaient. Donc c'était vraiment une loi d'amnistie taillée sur mesure. Voilà. Et c'est absolument abracadabrant que les Trigano profitent, soient jugés donc avec beaucoup de retard et profitent d'une loi d'amnistie antérieure. Les conditions du procès sont absolument ahurissantes. On se gardera de commenter le jugement, mais on peut dire que c'était le timing, la programmation du procès est absolument étonnante. Les Trigano ont plus de relations, à mon avis, que l'abbé Cottard. Alors moi, je vois pas ils avaient beaucoup plus de victimes, mais ils ont beaucoup plus de relations. On peut commenter le jugement, mais c'est une sorte d'axiome ou de proverbe qui court sur lequel on n'aurait pas le droit de commenter le jugement. On a parfaitement le droit légal de commenter les jugements. Simplement, il faut veiller quand le commentaire est critique, à ce qu'il ne porte pas directement atteinte à l'autorité de la justice. Voilà. Alors pour ce qui est de porter atteinte à l'autorité de la justice en France, les faits suffisent. Il n'y a pas besoin des commentaires. Mais les commentaires peuvent éclairer. Ils font ça très bien eux-mêmes. Peuvent éclairer, souligner les variations de la jurisprudence. C'est le nom qu'on donne à des jugements qui montreraient des partialités diverses. Ça s'appelle des variations de la jurisprudence. Et souvent, le côté rudimentaire, j'en parle pour l'avoir subi, comme vous, le côté quelquefois expéditif de l'argumentation. Des considérants expéditifs. C'est une forme de justice expéditive, au moins intellectuellement, souvent. Mais le commentaire de cette manière-là, et surtout quand il est fait dans l'intérêt, visiblement, d'une meilleure justice, il est au contraire non seulement permis, mais louable. Une justice d'abord plus égalitaire. Alors à ce propos, justement, une auditrice nous fait remarquer que l'abbé Cottard a été interdit d'exercice de sa mission auprès des enfants. En revanche, le guide de montagne qui avait emmené, en toute connaissance de cause, enfin on peut le supposer, des enfants dans un couloir d'avalanche où 11 de ses enfants ont trouvé la mort, lui il a été condamné à une peine, mais il pourra recommencer à exercer sa profession. Personne ne lui interdit, voilà. Mais je crois que c'est le sens qu'il faut donner à la très forte réclamation qu'on a entendue l'abbé Cottard énoncer. C'est je voudrais ne pas être jugé pour des motifs idéologiques. Pour des motifs idéologiques, je crois que on peut dire il a été jugé en tant que qualité de prêtre catholique. Il a été condamné en tant que prêtre catholique. Jugé, condamné, parce qu'il était prêtre catholique de la tradition. Oui. Ça c'est clair. Maintenant, je pense que il va plus y avoir de très grosses différences, vous savez, on en parlera peut-être tout à l'heure, quand on voit la manière dont est traité le pape lui-même, n'est-ce pas, c'est vraiment au nom catholique, au nom, à l'appellation, à la désignation catholique, pas besoin d'ajouter tradition. On a affaire, on oublie trop souvent que nous sommes sous un régime d'athéisme militant. Vous voulez dire qu'on condamne le nom NOM catholique et on ne condamne pas les noms NON catholiques? Dans l'histoire Trigano, c'est un peu ça, on peut dire. Trigano-Cottard, c'est un peu la différence, quoi. Les noms catholiques, ils sont moins condamnés. Voilà. Non, mais je crois que nous sommes entrés dans une période de persécution plus ouverte de la. Nous avons un président du Conseil qui, n'oublions pas ça, qu'il a déclaré lui-même qu'il était un athée. Un athée, pas un agnostique. C'est-à-dire qu'il est militant. Un premier ministre, vous voulez dire. Vous employez là une formule de la Troisième République, président du Conseil. Quatrième, troisième et quatrième. Vous avez dit président du Conseil. Excusez-moi. J'en pensais à l'Italie. Non, mais parce que le président du Conseil, on voit toujours un type un peu bedonnant, avec un costume 3 pièces. Ou là, Félix Gaillard ne l'était pas. Oui, mais je disais ceci, c'est qu'il a dit ça dans quel contexte, n'est-ce pas? C'est pas une boutade comme ça quand il est ça. Il a dit ça à des journalistes en leur disant qu'ils ne comprennent rien
à son action gouvernementale s'ils ignorent qu'il est ce qu'il a appelé un protestant athée. Bien, un protestant athée. Il a bien dit athée. Ça veut dire que son action gouvernementale s'explique donc pour une part importante, puisqu'on s'expose à ne dire que des bêtises, à rater son action, s'il en fait abstraction, comme on le fait couramment, son athéisme. Et nous sommes en Italie comme en France sous un régime socialo-communiste en Italie, socialo-chirac-communiste en France, et un régime dont l'athéisme, qui est la forme la plus violente et la plus redoutable et la plus perfectionnée de l'athéisme. Alors il ne faut pas s'étonner qu'il y ait actuellement pas seulement contre le catholicisme d'ailleurs, mais spécialement contre le catholicisme, spécialement contre la tradition catholique, bien entendu, mais je pense que spécialement contre toute confession chrétienne. Je crois que c'est à ça qu'on va, et on parlera tout à l'heure, si vous voulez, des poursuites de la justice hollandaise contre le pape. Alors un auditeur nous fait remarquer que l'amnistie, la chancellerie a nié que l'amnistie bénéficiait aux Trigano, car il s'agit d'homicide commis au moyen d'un véhicule. Il semblerait que l'amnistie est exclue pour ne pas amnistier les auteurs d'accidents de la route, et notamment les auteurs d'accidents par excès de vitesse ou par abus d'alcool. Donc est exclu les auteurs d'accidents par véhicule du bénéfice de cette amnistie. La loi exclut les auteurs du bénéfice de cette amnistie. Il y aurait eu un démenti de la chancellerie aux articles de presse et aux dépêches de l'AFP. Ça ne s'applique pas aux Trigano, car d'une certaine manière, l'avion étant un véhicule, ils sont responsables d'un accident au volant du véhicule, donc ils tombent sous le coup de l'exclusion. Premièrement, ils n'étaient pas au volant du véhicule. Non, c'est bien clair. Mais c'est ce qu'a dit la chancellerie. Mais dans mon souvenir, moi j'avais le souvenir, ça sera très intéressant. Qu'il y avait une amnistie qu'il y avait eu un refus d'amnistie pour les questions d'automobilistes. J'avoue que on pouvait difficilement envisager la question des aviateurs. Toute la presse et l'AFP a précisé que seule l'amende dérisoire d'ailleurs de 30 000 francs, ce qui fait 1 000 francs par mort, était exécutoire. La peine de prison tombant en vertu de la loi d'amnistie, mais ça, ce sera très intéressant d'étudier le jugement et d'en voir justement d'investiguer de ce côté-là. Moi, ce qui me prend beaucoup dans cette affaire, c'est justement l'espèce d'unanimité de la presse qui porte pas la moindre contestation, pas la moindre. C'est-à-dire que personne ne fait remarquer que cette jurisprudence est totalement échevelée, qu'on condamne d'une certaine manière, on condamne extrêmement sévèrement à la prison ferme un prêtre qui s'est contenté, si j'ose dire, de laisser partir 4 scouts en bateau. Mais on condamne beaucoup moins gravement un guide de haute montagne dont c'est le métier. Le prêtre ayant fait ça bénévolement, le guide de haute montagne payé pour faire son travail le fait si mal que sous sa responsabilité directe et en sa présence 11 enfants sont tués et il est moins condamné, et des affairistes, des mercantis qui vendent des vacances et qui pour gagner encore plus de fric utilisent des avions pourris pour emmener les gens en vacances avec des pilotes de 67 ans hors d'âge, comme l'avion exactement. Mais il y a une loi générale que Georges-Paul Wagner a énoncée ainsi, quand nous gagnons moins. Quand nous gagnons en justice, nous gagnons moins, et quand nous perdons davantage. Nous sommes une catégorie spéciale On est en goyitude ou en dimitude, si on veut. Oui. Moi, c'est ce que je sens. C'est ça. Alors les auditeurs nous disent, si la condamnation de l'abbé Cottard était confirmée, pourrait-on utiliser ce jugement pour poursuivre
Madame Ezrati, ancienne directrice de prison, qui avait fait augmenter le don du sang dans les prisons, contrairement aux avis des médecins, et qui, par cette décision, a donc participé à la contamination du sang contaminé. Un autre auditeur Madame nous dit... Ezrati sur ordre de Badinter. Un autre auditeur nous fait remarquer que ce matin, ou hier matin, je finis par plus savoir, un quart de jeunes belges s'est renversé. Il y a 2 enfants belges qui sont morts. Ils demandent si on va poursuivre le chauffeur. Le chauffeur, il sera poursuivi probablement puisqu'il semble qu'il n'ait pas respecté les règles, mais le responsable du voyage, qui est dans la situation de l'abbé Cottard. C'est un patronage. L'abbé qui dirige le patronage. Voilà. Est-ce que l'abbé Cottard belge sera poursuivi aussi? Ça, c'est intéressant à savoir. Et un auditeur conclut en disant, en ce qui concerne l'abbé Cottard, nous avons affaire à un jugement raciste. Je pense que c'est pas exagéré de dire les choses de cette façon-là. S'il n'est pas raciste, il est discriminatoire. Oui, enfin, dans le langage actuel, raciste et discriminatoire sont équivalents. Alors un auditeur qui est médecin, qui fait de la voile et qui est catholique, nous dit que la différence de temps écoulée entre les jugements s'explique par la complexité de la première affaire. Quant à l'abbé Cottard, dit-il, son impéritie et ses fautes ont été absolument flagrantes et à mon avis, il mérite amplement le jugement. Ça, c'est évidemment, on peut avoir cette opinion, mais si on donne 18 mois de prison ferme à un homme qui a fait preuve d'impéritie et qui a commis des fautes qui ont entraîné la mort de 4 enfants, il faudra m'expliquer comment on peut punir quelqu'un qui, par exemple, comme Dutroux, a violé et assassiné plusieurs petites filles. Là, ça devient, ça met quand même la barre très 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 haut. Non, puis il faut comparer aux fautes comparables du guide de haute montagne ou des Trigano et qui ne... Alors là, à ce moment-là, les Trigano auraient dû rester 30 ans en prison, probablement. Parce que là, il n'y a en plus l'esprit de lucre qui ne joue pas dans l'affaire du guide de haute montagne ou dans l'affaire de l'abbé Cottard. Je pense qu'il y a eu des imprudences énorme, qu'il y a eu un manque d'appréhension du danger considérable. Eh bien, tous les responsables de camps de jeunesse doivent en prendre de la graine, qu'ils soient communistes ou qu'ils soient traditionnalistes. Mais nous en avions parlé l'année dernière, l'un de nos déjeuners avec Emmanuel Ratier, vous vous souvenez, quand enfin il y a failli y avoir un accident gravissime avec un mouvement de jeunesse juif, oui, et qui a été totalement occulté. Étouffé. Mais on a eu le cas de ces scouts de France, alors dont les patrons, enfin dont les chefs de patrouille, chefs de troupes sont allés s'arsouiller en boîte de nuit dans la région de Bordeaux. Ils se sont tués en voiture en rentrant et les gosses ont été laissés à l'abandon et tout ça a été parfaitement étouffé. Donc c'est parfaitement clair qu'il y a une justice qui est partisane et qui conduit véritablement à des dénis de justice, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Si on ne peut pas contester la validité de la condamnation qui frappe l'abbé Cottard, et si on accepte l'importance de la peine qui lui est infligée, si on trouve qu'elle est normale, alors à ce moment-là, il faut recaler les autres jugements par rapport à celui-là, et on va avoir une justice terroriste, littéralement. On peut considérer d'ailleurs que, comme le dit, enfin, on a une justice terroriste, puisque comme le disait Jean Madiran tout à l'heure, c'est vraiment 2 poids 2 mesures maintenant. Et un exemple qui est absolument typique, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est le procès qui vient d'avoir lieu au tribunal correctionnel tribunal de grande instance de Grenoble, où le procureur de la République a demandé 6 mois de prison avec sursis contre un conseiller régional Front National, enfin il se trouve que c'est accessoire, mais qui est un conseiller régional Front National, Georges Teil, qui avait eu le malheur d'intervenir sur un forum de discussion sur Internet et de diffuser quelques lignes qui étaient révisionnistes. À la suite de quoi il a été dénoncé auprès de France Télécom par le directeur du site, qui depuis a disparu, on ne sait pas ce qu'il est devenu, et vous avez le procureur de la République qui demande 6 mois de prison avec sursis, plus une énorme amende, puisqu'évidemment il y a toute une série d'associations qui se sont portées partie civile dans cette affaire. Donc vous voyez, 6 mois de prison pour quelqu'un qui a écrit 5 lignes sur un forum de discussion qui a dû être approximativement vu par 10 personnes,
Et puis vous avez on peut voir le procès des pédophiles, sur Internet, justement, où il y a eu des peines, soit des non-lieux, soit des acquittements, soit des peines symboliques. Sur le rapport entre le dol ou le nombre de personnes qui peuvent arguer d'un dol et la peine, je peux, si vous le permettez, citer l'exemple du Libre Journal qui vient d'être condamné dans l'affaire Montchanin, la fameuse affaire Montchanin. Qui vous avait valu de faire un striptease que vous n'aviez jamais souhaité. Voilà. Resituez un peu l'affaire, Serge. Montchanin a écrit dans le Libre Journal un article sur le sport en disant le sport spectacle reçoit une promotion particulière de la part des médias puisque on montre surtout les sports dans lesquels les Afro-Américains par exemple sont particulièrement brillants et on fait ça pour pousser au métissage. Bon. C'était une opinion, qui était l'opinion de Montchanin, qui était émise dans le Libre Journal, et à l'époque, nous n'avions pas 3000 abonnés. Je crois que nous avons dû envoyer ce journal à 2700 personnes, à peu près. Nous avons été dénoncés par je ne sais qui. Le juge d'instruction a reçu, le parquet a reçu une photocopie de la page. Ils n'ont jamais eu le journal. Jamais, parce que quand ils m'ont demandé le journal, je leur ai dit, écoutez, nous avons un dépôt légal, vous n'avez qu'à aller le chercher au dépôt légal, j'ai absolument aucune raison d'offrir le journal à des gens qui m'en veulent alors que je le fais payer à des gens qui m'aiment bien, donc je ne vous le donnerai pas. Si vous voulez vous envoyer un policier l'acheter, sinon vous le procurez au dépôt légal, je ne vous le donnerai pas. Parce qu'il faut expliquer que c'est qu'en matière de justice de presse, la justice jusqu'à votre affaire ne condamnait qu'avec un exemplaire authentique de la publication et ne pouvait pas se fonder sur des photocopies puisque les photocopies peuvent être retravaillées et caviardées. Donc sur la foi d'une photocopie, car ils n'ont jamais demandé le journal, et jusqu'au procès, jusque sur le bureau du président du tribunal, c'était une photocopie du journal qui figurait dans le dossier, puisqu'il l'a brandi en me demandant est-ce que vous reconnaissez l'authenticité de cette photocopie. Je lui ai dit je peux absolument rien reconnaître, je n'en sais rien. Il faudrait que je la lise mot par mot et que j'en vérifie la composition millimètre par millimètre, et vous n'avez pas le temps de ça, et moi non plus, donc je reconnais absolument rien. Voilà. En tout cas, sur cette base-là, il y a eu 4 ans d'instruction, il y a un dossier d'instruction qui doit peser à peu près 50 kilos, il y a eu des commissions rogatoires, il y a eu des transports de justice, il y a eu des expertises qui ont été faites. Y compris chez nous, on a écrite à notre revue Écrite Paris, parce que il y a fort longtemps, nous avions reçu des articles signés Montchanin que nous avions publiés, donc il y a eu une convocation de la directrice d'Écrite Paris, Madame Anton, qui a plus de 80 ans, rue du Château des Rentiers. A été convoquée, absolument. Alors à la suite de ça, moi j'ai été arrêté à mon domicile, ça on l'a déjà raconté, et le procès a eu lieu il y a quelques semaines là. Et nous avons été condamnés, enfin, ma femme qui est directrice de la publication et la société qui fabrique le journal ont été condamnées conjointement à payer chacune 30 000 francs d'amende, plus des dommages et intérêts à divers boutiquiers de l'antiracisme, plus les frais de justice. Le total de cette opération représente à peu près 100 000 francs. Pour un journal qui a été distribué, je le répète, à 2700 personnes. Ce qui veut dire que, en moyenne, ça fait 40 francs par journal vendu. Ce qui veut dire que si on condamnait, je sais pas moi, Paris Match ou le Nouvel Observateur dans les mêmes proportions, on les tuerait instantanément, puisqu'un journal qui serait vendu alors à 100 000 exemplaires, à 40 francs par exemplaire vendu, ça ferait 4 millions de francs à payer d'amende, ce qui est absolument sans équivalent dans l'histoire de la presse française. Jamais aucun journal n'a été condamné de cette façon-là. Alors surtout, si je peux intervenir, je vais vous faire juste une petite lecture qui est sortie de l'Équipe du 19 juin au moment de l'Euro 2000. Et c'est le consultant de France 2, qui est M. Arsène Wenger, qui est par ailleurs, il est d'origine alsacienne, il est manager de l'équipe britannique d'Arsenal, qui a donné une page d'entretien à l'Équipe. Donc ça a été lu par beaucoup de gens.
En voici quelques passages. Je crois qu'en sport, les joueurs noirs ont une dimension supérieure. Par l'addition de leur physique et de l'éducation active. Ils ont quelque chose de plus que les blancs. Il n'y a qu'à regarder le sport au niveau mondial. En ce qui concerne le football, ils répondent à des qualités de vitesse et d'explosion que réclament les entraîneurs. Tout ça, c'est génétique. Le reste, c'est culture et éducation. Voilà. Donc, si vous voulez lire ce genre de texte, sans risquer d'avoir des ennuis, vous le lisez dans Faits et documents d'Emmanuel Radier, puisqu'Emmanuel Radier cite quelqu'un qui évidemment ne sera pas poursuivi. Alors il serait drôle maintenant, Emmanuel, que vous soyez poursuivi pour avoir cité quelqu'un qui ne le serait pas. Aussi parce que justement, moi j'avais acheté l'équipe pendant l'Euro 2000 et donc on a publié également la déclaration de Wenger qui est absolument ahurissante. Ouais. Et comme le dit Jean Madiran, ça n'est pas exclusif car on peut très bien imaginer que vous soyez poursuivi et pas lui. Ça s'est déjà produit notamment avec François Brignot dans l'affaire du livre de ces deux auteurs qui n'est pas de droite de Harry Cessedoui. Voilà, Harry Cessedoui qui n'est pas de droite, où il avait fait une déclaration qui a été poursuivie. Il avait été interviewé, il avait dit quelque chose dans son interview. Il a été poursuivi et condamné. Harry Cessedoui n'ont pas été poursuivis alors que c'est eux qui avaient écrit l'article, et l'éditeur non plus. Mais d'ailleurs, il y a 2 ou 3 ans, National Hebdo a été condamné pour avoir les propos de Luther. Voilà, pour avoir cité les propos de Luther sur les Juifs et d'autres auteurs en disant, vous voyez, c'est extrêmement dangereux. Voilà pour condamner que certains disent. Et donc, le National Hebdo a été très lourdement condamné à la demande des Ligues de Vertu. Parce qu'ils avaient publié des textes avec des avertissements qui avaient été écrits parfois plusieurs centaines d'années auparavant. Oui, mais ça fait très longtemps qu'il y a ce genre de stratagème ou d'arrangement. De jugement d'après l'individu. On est jugé non pas sur ses actes. Après les affaires d'Algérie, nous avions été condamnés assez lourdement pour avoir reproduit en fac-similé un article du Méridional de la France. Le Méridional de la France n'a pas été poursuivi et nous l'avons été en raison de l'intention maligne. Mais c'est ça, c'est qu'on est jugé non plus sur un acte objectif, mais sur l'appartenance supposée c'est ce qui nous est arrivé, nous, notre condamnation qui a finalement été, après beaucoup de perjus, c'est finalement nous qui avons gagné, mais enfin on a d'abord été condamnés et en appel aussi, on a été condamnés non, pas en appel, mais c'est eux qui ont fait appel. En cour de cassation, on a été recondamné, mais c'est revenu en appel et finalement la cour d'appel de Versailles a tenu contre la cour de cassation. On avait cité 9 fois le nom de Lévite dans un article. Et alors, on peut pas le citer. Ah, mais c'est parce que c'est vous qui le citez. Alors vous qui le citez, on le sait très bien. On sait très bien que vous êtes antisémite, que depuis l'affaire Dreyfus au moins, n'est-ce pas? Mais c'était la première réquisitoire contre cet article a commencé à l'affaire Dreyfus, il n'est pas commencé au déluge mais à l'affaire Dreyfus. Et donc c'est c'est ce qu'on appelle finalement le jugement à la tête du bonhomme. C'est d'autre part, vous n'avez pas été les seules victimes, si j'ose dire, du procureur Lévy, puisque la juge Mohakini, doyen des juges d'instruction, dont le cas vient d'être soumis au Conseil supérieur de la magistrature. Ce qu'on lui reproche surtout, si je comprends bien, c'est d'avoir instrumenté des poursuites à l'encontre du procureur Lévy. Oui, parce que là, vous le remarquez, c'est tout à fait juste, vous le remarquez à propos de Rivarol, mais nous pouvons tous le remarquer, on est souvent poursuivi sous un prétexte qui n'est pas la vraie raison. Ah bien, c'est qu'on a fait quelque chose qui déplaît beaucoup et qui n'est pas poursuivable, et alors pour punir de ça, on prend dans le même numéro ou au même moment autre chose. Eh bien, je peux vous dire que le prochain procès que nous aurons, qui viendra le 2 octobre, je crois, on est poursuivi pour Fabienne Ballarin, c'est-à-dire c'est un pseudo que j'avais utilisé sur les 25 ans de la loi Veil, et je suis poursuivi pour une phrase dont je ne trouve absolument pas le côté coupable, mais je sais très bien pourquoi je suis poursuivi, parce qu'il y avait une page du Souriceau, un portrait de Gobert.
président de l'AICRA. En revanche, quand le Parisien, comme nous fait remarquer un auditeur de ce matin, publie une interview du footballeur Maradona, actuellement en cure de désintoxication à Cuba, et qui traite le pape de... Alors, éloigner les enfants, il traite le pape de fils de pute, c'est écrit en toutes lettres dans le journal, semble-t-il, le Parisien n'est pas poursuivi. Évidemment, si vous disiez le grand mufti ou le grand rabbin de Paris, ça serait quand même un peu plus dangereux. Mais le Parisien, vous pouvez y aller autant que vous voulez. Et le Parisien, le pape, vous pouvez y aller. Et la meilleure preuve, c'est que tout récemment, j'ai entendu de mes oreilles, dans l'émission de Ruquier sur Europe 1, une intervention qui d'ailleurs a suscité la colère d'un des lecteurs du Libre Journal qui a envoyé une lettre à ce propos. Ruquier, évoquant la protestation du pape contre la Gay Pride, a dit, et pourtant, le pape, il aurait pu participer à la Gay Pride puisque depuis l'attentat de la place Saint-Pierre, il a plusieurs trous de balles. Voilà ce qu'on a entendu sur Europe numéro 1 par M. Ruquier. Ça n'a pas suscité la moindre réaction de quelque association, quelque organisation que ce soit. Alors là, le CSA ne s'en est pas saisi. Si vous disiez ça à propos de Joe Goldenberg et de la rue des Rosiers, vous êtes sûr d'être poursuivi. Ah là, vous y allez directement. Mais un auditeur me fait remarquer que le Parisien avait mis des points de suspension à fils de paix. Alors c'était peut-être fils de pape ou fils de... Je sais pas. Ah, je me suis peut-être un peu avancé, effectivement. Il y a quelques semaines, si je peux me permettre, il y a quelques semaines dans Le Monde, vous savez, il y a un médiateur dans Le Monde, Robert Solé, et il discutait justement du fait de la moquerie, de la dérision des religions, donc on le citera dans le Fidélitaire de septembre, et il disait explicitement qu'il y a une vieille tradition anticléricale anticatholique en France qui est tout à fait respectable, mais qu'évidemment, quand ça concerne l'islam ou les juifs, c'est beaucoup plus restrictif et qu'il faut... Donc il le disait, je ne sais pas si vous l'avez... C'est à propos de l'affaire Renaud-Camus. Oui. Voilà, de l'affaire Renaud-Camus, c'était très intéressant. Il disait explicitement, donc là, voilà, je crois on va le citer, bien sûr, que se moquer de la religion catholique, c'est admis, acceptable et normal dans notre pays, mais se moquer de l'islam ou des juifs, ou du judaïsme, disons, là, c'est très très restrictif. Il avait peur qu'on ne soit pas aperçu, en fait. Non, mais il suffit de savoir. Une fois qu'on nous l'a dit, ça va, on a compris, on n'est pas idiot, hein. Jean parlait tout à l'heure des poursuites envisagées par la justice néerlandaise à l'encontre du pape pour ses propos homophobes, mais là aussi il serait intéressant de savoir si la justice néerlandaise va se saisir des propos du grand rabbin Citruc, disant l'homosexualité est une abomination, il n'y a pas à chercher plus loin. Bon, ce qui me paraît absolument définitif. Bien, je crois qu'on a fait un peu le tour de cette question et des questions de justice. Non, vous voulez, à propos du pape, vous vouliez dire quelque chose. Ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'il y a un dispositif qui se met en place avec l'homophobie. C'est un dispositif qui se met en place avec l'homophobie. L'homophobie doit devenir comme la xénophobie et le racisme un motif de condamnation. Or, ce qui est défini comme homophobie, c'est la position même de la loi naturelle, et c'est la position de la doctrine catholique et de la plupart des confessions chrétiennes d'ailleurs, et puis même du judaïsme et même des musulmans. L'islam, oui, c'est clair, parce que l'ayatollah Khomeini avait bien dit que pendant le ramadan, il ne fallait pas dépasser l'anneau de circoncision. Mais donc, cela se met en place, et naturellement, la justice hollandaise va pas faire une poursuite grotesque contre le pape. Mais ce qui est frappant, c'est que, à dessein sans doute, la phrase prononcée par le pape est une citation littérale du catéchisme catholique. Bien. Et c'est cette phrase-là qui est dénoncée comme incitation à la discrimination et à la haine.
Et le dispositif est en place parce que c'est ce qu'il cherche depuis. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait eu des tentatives auprès du Parlement européen d'une députée travailliste anglaise de poursuivre l'Église pour infraction à la législation du travail parce qu'elle admettait les hommes seulement et pas les femmes aux sacerdoces, etc. Oui, voilà. Bon. Qui a été vice-présidente du Parlement européen. Et ce qu'ils sont en train de trouver, c'est une loi civile qui contredise ou interdise un point inaliénable, un point qu'on ne peut pas lâcher, concernant la foi et les mœurs selon la doctrine catholique. Ce ne sera pas la première fois qu'ils le feront. C'est ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Il ne faut pas oublier que c'est au nom des droits de l'homme. On oublie ça parce qu'on ne l'enseigne plus. Il y a un précédent, c'est au nom des droits de l'homme que la République française, en 1798, a déposé le pape et proclamé l'abolition définitive de la papauté. On oublie d'ailleurs qu'à la suite de la Déclaration des droits de l'homme, avant même de faire une constitution politique, la Révolution française a d'abord fait une constitution civile du clergé qui restructurait l'Église. Alors je crois qu'aujourd'hui, dans cette ligne-là, avec ces lignes-là, contre le pape qui a été appelé le pape des droits de l'homme, on va voir que la même interprétation des droits de l'homme, l'interprétation qui est celle de la Révolution française, celle de la philosophie des Lumières, à plus forte raison celle du marxisme-léninisme et celle du trotskisme, qui est un marxisme-léninisme. Ne l'oublions pas, le trotskisme, c'est pas une fantaisie anarchique, c'est un marxisme-léninisme. Se met en place la persécution judiciaire qui, avant d'atteindre le pape, encore que le 3e secret de Fatima, quelle que soit l'interprétation qu'on lui donne, n'exclut pas, en tout cas, la prise à partie du pape. Et voilà, non, il est homophobe. Et il sera homophobe tant qu'il ne reconnaîtra pas, par cette démarche extraordinaire quand même, des homosexuels militants, des lobbies homosexuels, qui veulent se faire reconnaître en tant que tels par l'Église catholique. Mais qu'est-ce que ça peut leur faire? Mais c'est l'histoire. Mais bien sûr, et c'est exactement, mon cher Jean Madiran, l'histoire de l'avortement et du préservatif. Oui. Du sida et du préservatif. Quand le lobby des invertis nous dit le pape, j'ai encore vu un tag tout à l'heure qui disait le pape assassin égale sida. Oui. Bon. Alors on nous dit le pape, en interdisant le recours au préservatif, se rend complice de la propagation du sida. Mais c'est totalement imbécile. Parce que je vois pas pourquoi un homosexuel qui ne respecte pas la loi naturelle, tout simplement à zéro, se mettrait tout soudain au moment d'accomplir l'acte, c'est-à-dire au bon sang, il faut surtout pas que je mette un préservatif, le pape ne veut pas. J'ai complètement idiot. Je précise en passant que personne n'a jamais interdit le préservatif aux homosexuels. Oui. Puisque ça ne nous intéresse absolument pas, puisque c'est le préservatif en tant qu'anticonceptionnel, ce qui ne touche pas les homosexuels. Ils peuvent mettre tous les préservatifs de la terre, ça ne change rien à ce qu'ils font. Voilà, alors là, vous avez raison, monsieur l'abbé d'Angers. C'est complètement ridicule. Mais en plus, c'est totalement injuste. Mais le but... Voilà la véritable homophobie. Mon cher Jean Madiran, voilà la véritable homophobie. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants, et ça, c'est inégalitaire. Mais donc, il faut trouver une solution à ça. C'est bien que le but est un but athée. Le but est un but athée, car déjà, dans les termes mêmes des lois, et de la loi Guesso dont Camille voulait fêter, si je puis dire, le 10e anniversaire, les termes même de la loi interdisant toute discrimination selon l'orientation sexuelle. Non, ça, c'est ce qu'ils veulent ajouter. C'est pas encore fait. Mais selon la religion, selon la nation, et selon toute dimension de l'orientation sexuelle, se heurte à une discrimination moralement obligatoire pour un chrétien, notamment en matière de l'orientation sexuelle. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Saint-Siège qui s'efforce de parler, selon le conseil de Saleron, qu'on peut apprécier ou ne pas apprécier, mais qui s'efforce de parler le langage actuel. Si vous voulez être compris, dites que vous êtes pour la liberté et non pas contre. Si vous voulez être pour retourner la directive des droits de l'homme, c'est bon ou c'est pas bon, je n'en discuterai pas pour le moment. Enfin, pour replacer ça dans son contexte, n'est-ce pas? Eh bien, il est tout à fait frappant que, quand même, avec le Saint-Siège, défend la nécessité des discriminations justes. Il ajoute toujours, quand il condamne la discrimination, notamment à propos des homosexuels, pas de discrimination injuste.
Et ce mot, c'est quand même, je ne sais pas si on aboutira à redresser le vocabulaire et les pensées à propos de cela, mais la remarque est juste, parce que la discrimination est le crime suprême. Si on parle de discrimination juste ou injuste, il y a donc la justice au-dessus de la discrimination. C'est l'appel à une considération supérieure. Ce problème de la discrimination, sur lequel, mon Dieu, je peux bien citer présent à mon tour, nous avons indiqué depuis le début, avec une insistance croissante, qu'à notre avis, c'est le point le plus important, le point climatérique, le point décisif de la culture de mort, de la vie politique française, c'est la discrimination, c'est l'antiracisme, c'est l'antidiscrimination, c'est le point décisif. Ce problème-là, il va, et la plus grande partie du clergé ne le comprend pas, ne le sait pas, et qui applaudit à l'antidiscrimination, il va être utilisé contre les confessions chrétiennes et d'abord contre la religion catholique. Comme la loi contre les sectes, comme la loi prétendument contre les sectes, est une loi qui, au bout, enfin à terme, vise directement les congrégations. Oui, et alors là, sans vouloir insister lourdement sur un problème dont il y a tellement presque plus besoin de parler, il faut bien souligner qu'il y a eu un évêque pour dire que la loi écrire et publier dans la Croix que la loi anti-secte était utile et très nécessaire, et que cette loi ne voulait pas s'en prendre aux religions. Bien sûr. Mais vous savez, Jean, je crois qu'il faut plus souligner maintenant les moments où les évêques disent des bêtises. Et c'est beaucoup plus court de faire noter simplement le moment où ils disent des choses intelligentes. On va gagner beaucoup de temps en France. Oui. Mais à propos de la loi anti-secte, il faut quand même noter que tous les spécialistes reconnaissent que la loi actuelle permet de contredire toutes les activités illicites. De réprimer les délits qu'on reproche au secte. Voilà. Et voilà ce que disait un spécialiste, j'ai plus sous la main là, un spécialiste qui disait, je me demande si c'est même pas le député qui a proposé la loi, qui disait, oui, mais comme les juges sont pas formés, ils sont pas capables de le mettre en pratique. Je vois pas pourquoi faire une loi nouvelle avec des juges toujours pas formés changera quoi que ce soit. Ouais. Puisqu'ils ne peuvent pas mettre en place des lois qui sont là et sur lesquelles ils ont reçu une formation, ou alors faire une nouvelle loi qui est le délit de manipulation mentale, et vraiment, alors là, c'est de la sorcellerie, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Mais alors, la manipulation mentale, il faut faire attention au texte même. La manipulation mentale et le fait au sein d'une association ou d'une association sectaire de faire des pressions, etc., etc. Donc, le même acte, et c'est bien l'appartenance, c'est ce dont on retombe sur la même chose, c'est pas l'acte qui va être condamné, même indéfini ou défini, etc. Il faut que ça soit au sein. C'est absolument comme si on disait, le délit de vol est constitué à partir du moment où il est commis au sein d'une association de malfaiteurs. C'est ça. Voilà. Et alors pourquoi ? Parce que le Grand Orient, c'est pas une secte. Voilà. L'abbé Cottard, ça sera une secte. Alors, on définit la secte, et alors on fait de la manipulation, de l'influence mentale. C'est-à-dire la définition de la secte, elle tient en très peu de mots, et déclarer secte toute association que nous déclarons secte. Ah, ben exactement. Voilà. Dans la liste, la liste des sectes qu'ils ont dressées. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais revenir sur une affaire. J'avais reçu ici à ce micro, à propos de ça, maître Jean-Pierre Joseph, qui était l'avocat d'une communauté qui avait eu l'excellente idée, c'est une communauté de scientifiques, enfin des gens de très haut niveau, qui avaient décidé de se réunir pour vivre sainement à la campagne. Bon. Et ils ont eu, au lieu de s'appeler groupe de recherche agronomique, ils ont eu l'idée parfaitement idiote de s'appeler Horus. Alors évidemment, le truc des sectes leur est tombé sur le dos, et ça a été l'horreur totale. On les a jetés en prison, on a détruit leur communauté, etc. Et deux des responsables de cette association, qui s'appelle Maïté Castano et Juliette Boilon, ont été mises en prison. Elles sont restées très longtemps en prison. Et une des raisons pour lesquelles on les mettait en prison, c'est que dans leur rapport, les rapports sur les sectes, les parlementaires disaient que les enfants
les enfants de la secte Horus, qui étaient donc formés par leurs parents dans le cadre de l'association, qui avait été contrôlée par l'inspection académique, avaient montré qu'ils étaient très en dessous du niveau moyen, du niveau scolaire moyen. Entre parenthèses, je vois difficilement comment, à part une pomme de terre, une citrouille, je vois pas qui peut être au-dessous du niveau scolaire moyen. Dans l'éducation nationale, oui, ça certainement. Eh bien, Jean-Pierre Joseph, maître Joseph m'envoie de Grenoble où il est, un petit fax en me disant, nous avons eu finalement copie des rapports de l'inspection académique, ils disent exactement le contraire. Ah ben oui. C'est-à-dire que les parlementaires, pour appuyer leur rapport sur les prétendus sectes, ont tout simplement menti. Et la justice, qui s'est appuyée sur le rapport des parlementaires, a mis en prison des gens pour un motif qui était totalement inexistant. Mais pas en prison pendant 2 jours, ils sont restés en prison, je sais pas, plusieurs mois. Non, mais en détention provisoire. Non, mais un peu comme c'est pas grave. Un peu comme moins gênant. Un peu comme j'ai expliqué, et je pense que c'est d'une manière bien pire. Comme je l'ai expliqué en faisant 4 numéros sur la composition du comité national d'éthique, pour montrer qu'en fait, là-dedans, les gens qui avaient des titres scientifiques en général évitaient d'intervenir, et qu'au contraire, c'était tous les lobbyistes politiques et les représentants d'un certain nombre d'associations qui faisaient la loi à l'intérieur de ce genre de choses. Il faut pas, les gens ont confiance dans les rapports des commissions d'enquête parlementaire, ça leur paraît officiel parce qu'il y a le mot parlementaire. Mais la commission d'enquête parlementaire sur le SAC, qui était en 2 gros volumes, qui avait fait beaucoup de bruit en leur temps, les 2 rapports des commissions parlementaires d'enquête sur les sectes, la commission d'enquête parlementaire sur les blanchiments d'argent à Monaco, etc. Que font les parlementaires? C'est absolument pas sérieux. Ils reçoivent des gens d'un certain nombre de bords, et en général ils évitent d'un certain nombre de bords, ils reçoivent les gens, les propos de ces personnes sont enregistrés et consignés à l'intérieur, et après on cite les propos de pratiquement n'importe qui a parlé devant eux pour dire c'est extrêmement c'est tout à fait officiel. Alors on a eu par exemple tous les responsables de Ralfron qui étaient passés quand il y avait eu la commission d'enquête parlementaire sur la DPS. Bon, alors on avait évidemment pratiquement entendu personne, très peu de gens de la DPS. Donc on arrivait à un truc, c'était quasiment des factieux, comme quand même, bon, ils avaient qu'à se mettre 2 petites bagarres avec des manches de pioche sous la main, on a évité la dissolution du Front National. Mais dans 50 ans, il y aura des doctorants, comme on dit maintenant, et sans doute des thésardes, qui utiliseront le rapport d'enquête parlementaire sur la DPS pour dire que c'était un mouvement fasciste, etc. Les rapports sur les sectes qui ont été publiés par la commission les 2 rapporteurs étaient tous les 2 membres du Grand Orient. Bon. Et nombre des parlementaires qui étaient membres de ces commissions l'étaient eux-mêmes. Bon. Alors, ils ont évidemment clair que tout fait. La loi sur les sectes, c'est une loi maçonnique. Donc, il ne faut pas accorder la moindre once d'honnêteté et de vérité au rapport d'enquête parlementaire actuel. Écoutez, je vois pas pourquoi les députés se mettraient à être honnêtes d'un seul coup, je voudrais qu'ils font un rapport. Non, il y a eu des rapports. Il y a l'affaire Elf qui vient d'éclater, là. Non, mais le rapport sur le Crédit Lyonnais, par exemple, avec sur un terme de choses de Daubert, c'était des très bons travaux qui tiennent toujours la route avec plusieurs années. Mais vous savez que c'est marrant ce que vous dites, parce que j'ai remarqué une chose. Faites l'expérience, hein. Quand vous parlez à des gens qui connaissent un peu le monde politique, et vous leur dites, écoutez, citez-moi un député honnête, je vous garantis qu'il cite Daubert. C'est extraordinaire. C'est le seul, apparemment. C'est le seul qu'on cite spontanément. Quand on dit, vous connaissez un député honnête? Oui, bien sûr, il y en a des députés honnêtes, mais qui? Daubert. Mais un autre. Oh, bah oui, il y en a d'autres. Attendez, il y a combien de députés? Il y en a 577. Non, mais peut-être qu'il y en a d'autres, je sais pas, moi je les fréquente pas beaucoup. Hein, j'en ai plus, des députés à moi. Mais il faut demander à M. Le Guen, M. Cambadélis, ils sauront nous indiquer des députés honnêtes. La réputation de la classe politique dirigeante est très fortement entamée, disons. C'est spécialement sous le rapport de l'honnêteté, du financement et autres choses semblables, de la même catégorie.
Voilà. Écoutez, on va revenir à des choses plus politiquement correctes. Vous vouliez parler, Marie-Camille Gallic, vous vouliez célébrer le 10e anniversaire de la loi Guesso. Mais je suis toujours prête à célébrer l'anniversaire de la loi. Oh non, c'était une loi, pas seulement, et j'aurais préféré qu'elle ne fût pas du tout ad rivarolem, justement. Bon, mais enfin, non, là c'est quand même, je crois que justement, puisqu'on parlait des députés, il est bon de rappeler que quand elle est venue en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, je crois que c'était le 30 juin 90, il y avait un député RPR. Elle a été votée en deuxième lecture à l'Assemblée à l'unanimité. Il y avait un député RPR, c'était Louis de Broissia, qui d'ailleurs, assez bizarrement, a failli être ensuite poursuivi en vertu de la loi Guesso par Fodé-Silla pour une sombre histoire de métis. Mais il y a eu, rassurez-vous, il y a eu une transaction. Comme disait quelqu'un qu'on a bien aimé, on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus. Alors quand on vote une loi et qu'après on la prend en pleine poire. Voilà. Et il avait naturellement, mais enfin voilà, il y a eu un député RPR en 1990 qui s'était dérangé. Mais Toubon, et je crois qu'il faut rappeler, Monsieur Toubon n'était pas là. Toubon avait dit que dès qu'ils Toubon a dit après, quand la loi était revenue en discussion, Toubon a été contre. Il a dit, quand on viendra aux affaires, on la fera supprimer, cette loi. Eh bien, on l'attend toujours. Oui, mais quand lui a été aux affaires, il en a proposé, puisque la loi Toubon est tombée juste à cause de la dissolution, mais il voulait une loi aggravante, au contraire. Une loi aggravante. Moi, je ne sais pas pour Jean, par exemple, mais enfin, c'est la persécution contre nous a été particulièrement virulente sous Toubon. Oui. Emmanuel, vous vouliez parler du BEPC, vous? Oui, enfin c'était un peu anecdotique. Oui, ça change de sujet, mais vous allez voir. Excellent sujet du BEPC que j'ai donné la semaine dernière. Voilà, parce qu'on parlait tout à l'heure du niveau moyen dans l'éducation nationale, mais je trouve que c'est un sujet de discussion intéressant, c'est justement cette médiocrité du niveau, avec la volonté absolue d'égalitarisme, ce qui fait que, par exemple, pour les épreuves du bac cette année, il y a un nouveau système de notation qui a été mis au point, ce qui fait que si un élève a tout bon, enfin c'est pas un jeu de mots, on lui laisse tout exact, non, il arrive à 21,5 points sur 20. Ah ouais, c'est bien ça. En fait, on rehausse le niveau pour que les gens passent au-dessus de la barre éliminatoire, qui n'est d'ailleurs pas à 10, qui se situe en général entre 9 et 10. Bon. Et puis vous avez le BEPC, le brevet des collèges, qui est absolument abracadabrant, puisque maintenant, à la dictée, vous aviez une dictée sur extraite des Misérables cette année de Victor Hugo, et le passage, d'ailleurs c'est assez surprenant, c'est Gavroche sur les barricades en 1848, et il y a 15 lignes et on leur apprend à construire une barricade. Alors on leur explique comment il faut placer les pavés, on leur explique comment il faut mettre des portes vitrées, parce que comme ça... Des chevaux, bien entendu. Comme il y a des chevaux, ils se blesseront, et les gardes qui pourraient intervenir, l'armée se blessera sur le verre. Enfin, c'est tout à fait étonnant de voir qu'on donne ça comme sujet de dictée dans toutes les banlieues. Mais à l'intérieur maintenant du BEPC, on ne corrige plus les fautes, il y a uniquement 10 mots qui sont du type A, avec un accent quand même, accent grave, maison, journée, et c'est uniquement sur ces mots-là qu'on est jugé. Donc vous pouvez, on ne peut pas vous faire. Si on écrit et vous écrivez n'importe quoi, vous n'aurez jamais 0 et vous ne pouvez pas baisser en dessous d'un certain niveau. Et pour la rédaction, on ne peut pas vous enlever plus de 4 points pour l'orthographe sur 20. Alors les sujets d'histoire étaient absolument, enfin vous allez intervenir après, le sujet d'histoire était absolument extraordinaire, puisque le sujet d'histoire, enfin il y avait un sujet d'histoire peut-être un peu plus classique, mais il y avait 3 éléments qui étaient très simples. Vous aviez
un extrait d'un discours du maréchal Pétain. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'on a après? On a un rapport de police sur la rafle du Veldiv, nécessaire. Pétain égale Veldiv. Et troisième, graffiti résistant dans une prison. Alors il y a quelques questions, petite synthèse. Et donc, ça permet de relever les élèves, d'identifier les élèves déviants. Cours de droit, examen de droit civique. Alors, ça devient extraordinaire. C'est le droit de vote en Europe. Donc, il y a des pays où on vote. Après, il y a ça se passe en Allemagne. Après, il y a l'Union européenne paye un voyage à des élèves français en Grèce. Oui, et malheureusement, il y a le pauvre Karim, élève d'origine marocaine, qui ne bénéficiera pas de cette subvention de 3 000 francs pour pouvoir se rendre avec ses amis. Et en plus, il doit aller chercher un visa qui coûte très cher puisqu'il coûte 90 francs. Et puis après, vous avez un troisième truc, et en gros, on vous demande de conclure que c'est scandaleux. Emmanuel, c'est parce que ce qui est scandaleux, c'est qu'une citoyenne suédoise peut voter. Voilà. Alors on demande de comparer les systèmes en Europe. Voilà. Alors si c'est pas du décervelage, je sais pas ce que c'est. On m'a présenté Non, mais ce qui est très drôle dans les sujets d'histoire, c'est que on donne un petit texte sur l'état de l'opinion française justement pendant l'occupation, qui était d'une manière générale antisémite, mais elle jugeait elle jugeait sévèrement les mesures inhumaines prises dans la déportation, la séparation des enfants et des parents. Tiens, c'est curieux ça, effectivement. C'est effectivement assez bizarre. Mais c'était des sujets comme ça l'année dernière au bac. Et c'était des sujets comme ça cette année au BEPC. Moi, j'ai mis au point une technique absolument certaine pour obtenir la meilleure note, être sûr d'être reçu à un examen. Je la livre pour les jeunes gens qui passeront des examens l'année prochaine. C'est très très facile, que ce soit en mathématiques, en géographie, en histoire, tout ce que vous voulez. Si vous savez, vous répondez. Et si vous ne savez pas, vous répondez la chose suivante. Vous dites, c'est quand même absolument incroyable qu'on perde du temps à nous interroger sur des sujets aussi inintéressants et aussi secondaire quand on pense que la plupart des gens ne savent pas qu'au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des déportations et 6 millions de personnes massacrées dans les camps de la mort. Voilà ce qu'on devrait dire, voilà ce dont on devrait parler dans les écoles, les lycées et les collèges de France, au lieu d'essayer d'apprendre le théorème d'Euclide. Et bien si vous ne savez pas répondre au théorème d'Euclide, vous répondez ça, vous ne pouvez pas avoir 0, c'est pas possible. On est obligé de vous mettre 10. Sinon, le gars se dénonce lui-même comme un raciste et un antisémite et un négationniste révisionniste. Je trouve que c'est à étudier ce truc. C'est la réponse maintenant, vous répondez ça, vous êtes sûr d'être reçu à tous les examens. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le sondage commenté par Henri Amouroux que la même question posée 10 ans après, est-ce que la France qui a déclaré la guerre entre la France et l'Allemagne en 1939, il y avait une majorité de réponses il y a 10 ans qui disait c'est l'Allemagne. Cette majorité est encore plus grande 10 ans après. Mais attention, c'est que le nombre de sans-opinion a diminué. Ah oui. Donc les gens se sont instruits. Oui. Ils se sont instruits du contraire de la vérité. Mais on les a instruits puisque le nombre des sans-opinion diminue. C'est que l'instruction par la télévision, par tout ce qu'on voudra, c'est l'Allemagne qui aurait déclaré la guerre à la France en 1939. Un auditeur nous fait remarquer, effectivement, on parlait des sectes tout à l'heure, il dit, mais Paris Match a indiqué que si Alfred Sirven, le fantomas de l'affaire Elf, a pu échapper aux poursuites jusqu'à présent, c'est parce que il est franc-maçon et que le policier chargé des Philippines, je ne sais pas ce que ça veut dire, le policier chargé des Philippines. C'est pas tout à fait ça. Alors expliquez-nous ça, vous qui savez. Alfred Sirven, donc qui est un des hommes clés, qui n'est pas l'homme clé, enfin bon, qui est quand même très au courant des liens en fait qui existaient entre la Mitterrandie au sens large et toutes les prébendes qui ont été versées en fait à tous les favoris de François Mitterrand par l'intermédiaire d'Alpha Aquitaine. C'est ça l'affaire, elle est claire. On peut raconter ce qu'on veut sur l'intervention de Madame de Viéjoncourt, compliquer les choses. C'est la Mitterrandie qui a utilisé Alpha Aquitaine pour distribuer de l'argent et des prébendes à tous les favoris de François Mitterrand. Bon.
Donc, sorti de là, Alfred Sirven, bon, qui doit sans doute tenir à sa vie, parce que je pense qu'il y a des gens qui aimeraient qu'il disparaisse, s'est enfui aux Philippines. Et les policiers, en enquêtant, au bout d'un certain temps, ont découvert que il appartenait à une loge si mes souvenirs sont bons, de la Grande Loge de France, dans laquelle se trouvait un policier qui avait été affecté d'ailleurs auprès de Jean-Pierre Chevènement au ministère de l'Intérieur. Le Paris Match publie la photo avec le document, et il travaillait au SCTIP, qui est le service de coopération technique internationale de la police, qui est le service de coordination et d'échange et de formation entre la police française et les polices extérieures. On se souvient qu'à une époque, il y avait monsieur Delebois qui était là, qui était lui-même franc-maçon, qui avait fourni un faux vrai passeport par le biais de Charles Pasqua à Chalier, qui était lui-même franc-maçon et qui a été le supérieur maçonnique de Christian Nucci. Bon, alors je sais pas, c'est bon, le policier a été mis en cause, ça fait tout du ramdam. Bon, pour le moment, personne n'a prouvé qu'il l'avait protégé. Ce qui s'est passé, en tout cas, ce qui est également d'amusant dans cette loge, c'est qu'il y avait également monsieur Pelletier, qui était l'imprimeur de l'AMNEF. Mais alors lui, il s'est enfui au Togo. Et il a pu se réfugier au Togo, et on sait que c'est grâce en gros à l'agence de voyage qui était gérée à l'intérieur de cette loge, de la Grande Loge de France, qui n'hésite pas à prendre des pages de publicité dans le Figaro pour dire qu'ils n'ont rien à voir avec les pourris des autres obédiences. Bon. Or, ils sont à peu près également mis, ils ont à peu près les mêmes problèmes en permanence. Puisque, par exemple, exemple type, Marianne avait fait 2 pages le journal de Jean-François Kahn avait fait 2 pages sur une affaire qui se déroulait, si mes souvenirs sont bons, à Marseille, une grosse affaire il y avait eu plusieurs morts, et ils attribuaient l'appartenance maçonnique d'un certain... Ils disaient on retrouvait la franc-maçonnerie à l'intérieur de cette affaire. Ils disaient qu'ils étaient tous membres de la Grande Loge nationale française. Manque de peau, c'était faux, pour une fois, ils étaient tous membres de la Grande Loge de France. Voilà. Alors, on reçoit les messages avec un peu de retard, parce que, naturellement, il faut que l'auditeur réagisse, qu'il ait le temps de rédiger son message et de nous l'envoyer, et ensuite qu'on nous l'apporte. Et là, un auditeur nous dit: je vous entends souvent parler de la Gay Pride, et je voudrais vous donner mon opinion, mais je ne sais pas si vous oserez la passer à l'antenne. Alors, il me dit: je pense qu'il faudrait habituer l'auditorat maintenant à ce qu'il voit et traite les homosexuels comme étant des handicapés, c'est ce qu'ils sont. Mais attention, ça ne doit surtout pas avoir un sens moqueur ou péjoratif. Et je vois pas pourquoi je passerai pas ce message, parce que c'est exactement mon opinion. Je considère qu'il s'agit d'un handicap. Mais on ne dit plus handicapé d'ailleurs maintenant. On dit personne sexuellement déficiente alors. Non, mais il faut distinguer, selon d'ailleurs la position catholique, du catéchisme catholique en tout cas, qui ne dit pas tout ce qu'il faut dire, mais qui dit celui qui a des tendances homosexuelles, bien, il est souvent très malheureux, il a besoin d'être compris, bon, il n'a pas envie d'avoir des coups de pied derrière, si je peux m'exprimer ainsi, bien. Mais on se trouve en face d'un phénomène, ce sont les lobbies militants, ce que j'ai essayé d'appeler homophilie par opposition à homophobie, n'est-ce pas? Le professeur de Mattei, qui dirige le centre Les Pentes, parle d'homosexualisme, le mouvement maintenant homosexualisme, ou les homosexualistes, et je trouve que c'est très pertinent comme expression. Et en tout cas, là, il y a dans la question un phénomène essentiel qui est un phénomène politique, moral, agressif, qui se veut dominateur, qui n'est pas du tout étudié dans le catéchisme catholique d'ailleurs, bien, mais parce que c'est même pas envisageable. Mais enfin, donc il y a tout ce que dit le catéchisme catholique sur les cas particuliers, sur la bienveillance dont ils ont besoin, sur le fait qu'ils sont pas responsables que ce sont les actes qui sont réprouvés par les tendances quand on n'a pas contribué à les développer en soi et qu'on n'en est pas coupable. Enfin, disons que la doctrine traditionnelle de l'Église à l'égard du péché, finalement, à l'égard du péché. Bien. Mais il y a ça, il y a le maintien, si vous voulez, la doctrine à l'égard du péché, notamment du péché de tout acte sexuel commis en dehors du mariage monogame et indissoluble.
ils tombent sous le même coup que les hétérosexuels, mais ils ont le cas particulier que c'est par des actes contre nature. Mais autrement, la personne, puis on ne juge pas la personne, on ne dit pas que la personne sera damnée, on n'en sait rien, qui le sait. Mais il y a l'agression qui demande, qui exige qu'on y fasse front, c'est l'agression des, comment vous dites, les homosexualistes. Oui. Les homosexualistes, on pourrait appeler ça aussi l'extrémisme homosexualiste, n'est-ce pas, cet extrémisme qui est vraiment très dominateur, très agressif et qui cherche à nous faire condamner, comme je signale à ce propos que les deux procès gays et lesbiens contre présent, le premier, ils n'ont pas fait appel, ils ont été déboutés. Le second, ils ont été aussi déboutés, mais ils font appel et l'appel viendra à l'automne. Mais de toute façon, si une loi de ce type était passée, vous seriez condamné. Pas forcément, parce que on remporte quand même aussi. Il faut dire qu'on remporte des succès. Je faisais tout à l'heure allusion à que vous avez remporté, même contre la Cour de cassation, par obstination des cours d'appel. C'est pas, on est condamné d'avance, oui, mais c'est pas un automatisme. On peut se battre, puis il peut y avoir des chances, il peut y avoir des magistrats en fin de carrière, puis on peut tomber sur des rivalités entre magistrats aussi, dont on ne sait pas et qui expliquent que pour faire un mauvais coup à l'avocat du gouvernement, tel président essaie de, voilà, enfin, il peut se passer, oui, il faut toujours se battre. Mais on aurait toute chance, on aurait la plus grande partie des chances contre nous, selon le théorème, enfin la loi générale, que dans ces cas-là, nous serons toujours plus maltraités, plus lourdement condamnés si nous sommes condamnés, et les dommages que nous gagnerons quand nous faisons condamner quelqu'un en diffamation seront beaucoup plus faibles que ceux que les autres obtiennent. Un dernier mot, Emmanuel Ratier. Il y a quand même une dérive absolument extraordinaire, parce que cette loi, qui est envisagée sur l'homophobie, s'inscrit dans le processus, mais qui est vraiment très très rapide, s'inscrit dans la lignée du Pax, qui aurait dit il y a 10 ans que le Pax sera adopté, ça paraissait complètement barquement. Les lobbies sont revenus à la charge, ont placé des assistants parlementaires, ont placé des gens dans les cabinets ministériels, ont fait du lobbying dans les médias, et puis on finit par faire adopter une loi qui, en fait, s'il y avait eu quelques députés courageux, n'aurait jamais été adoptée. Alors vous avez la loi sur l'homophobie qui s'inscrit dans cette lignée, et vous avez la loi qui est en préparation sur l'adoption d'enfants par les couples homosexuels. Et c'est évident. Quand la loi a été adoptée du Pax, les mini-socialistes concernés ont dit jamais. Mais le rapporteur avait bien dit, le rapporteur dont le nom m'échappe en ce moment, avait bien dit que c'était dans la perspective de la loi. Mais ça sera dans un an. Il y a une chose justement sur le Pax. Il vient d'y avoir un petit drame humain, deux Paxés qui ont failli être séparés parce que l'un d'eux était un Marocain qui était menacé d'être renvoyé. Mais comment l'État peut-il conclure n'importe quel contrat avec un homme qui est hors la loi, puisqu'il est clandestin, oui, et qu'il est en situation irrégulière et sans papier. Oui. Cette affaire est absolument invraisemblable. Là, on a une carence totale, on en revient, vous parliez du joyeux foutoir qu'était l'Europe et qu'on était en France, mais enfin là, l'administration française qui est tellement tatillonne est prise en flagrant délit si elle refuse, elle est soupçonnée et prise en flagrant délit de racisme. Il faut bien penser à tous les agents d'autorité qui aujourd'hui savent que s'ils prennent la décision la plus fondée contre un homosexuel, un maghrébin, etc., ils vont être accusés d'homophobie, de racisme, et ils hésitent. Et ils laissent courir. Et s'il faut refuser, ils hésitent beaucoup à refuser. Il y a une intimidation, une terreur psychologique, le mot est peut-être un petit peu gros pour les fonctionnaires, parce que quand même les fonctionnaires ont un statut qui les défend contre beaucoup de choses. Mais ils ne se mettront pas en avant. Ils ne prendront pas la responsabilité d'une mesure fondée de refus, comme dans le Pax. Là, ils ont paxé quelqu'un qui était sans papier. Et alors au moment où on veut expulser sans papier,
Ah, on ne peut pas l'expulser puisqu'il est paxé. Oui, la situation est absolument ubuesque. Ah, mais la solution, c'est qu'il va rester. Ils resteront tous. Étant donné qu'il est paxé, il aura des papiers. On est dans une situation chaotique. Je vous remercie d'être venu participer à ce clan de la presse. Le prochain, ça pas au mois d'août, puisque je crois que la France s'arrête, il n'y a pas de raison que nous on continue. Donc, si vous voulez, on se retrouvera au mois de septembre. Est-ce que le 13 septembre vous convient? Nous en débattrons hors micro. Je pense qu'on peut déjà noter. Disons que sauf avis contraire, disons au public que sauf avis contraire, ce sera le 13 septembre. Donc prenons rendez-vous pour le prochain clan de la presse de la rentrée. J'espère qu'on aura des choses intéressantes à se dire, si Dieu veut. Et merci encore. Et puis pour ceux qui partent en vacances, eh bien je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vais maintenant donner la parole, non pas à l'abbé Cellier qui se prépare, ça n'est pas votre tour, monsieur l'abbé, ça sera tout à l'heure. Je vais d'abord donner la parole à Alexandre Chabanis, que j'ai appelé au téléphone pour lui poser une question. Bonsoir Alexandre Chabanis. Bonsoir, oui. Je voulais vous interroger sur un article qui est paru dans le Figaro il y a 2 jours maintenant, et qui est signé par le nouveau président ou secrétaire général de SOS Racisme, et qui est quand même un article tout à fait, c'est une interview, c'est pas un article signé, c'est une interview, et c'est un document tout à fait stupéfiant parce que ce monsieur nous dit que il faut en finir avec la France communautaire, et en fait il semble dire le contraire de tout ce qui a été dit jusqu'à présent par les organisations comme la sienne. Et je me demande si c'est pas un petit peu lié, cette position, à l'action qui est menée en ce moment, qui est menée par vous et par d'autres personnes, à travers le projet de convocation d'états généraux pour un référendum sur l'intégration et l'immigration. Quelle est votre position là-dessus? Oui, alors je voudrais vous lire, pour bien comprendre ce que veut dire le mot intégration, la définition du Larousse de 1922. Intégration mentale, mot pour mot, formation de la conscience une et continue qui constitue la personnalité, la mentalité d'un être défini, et faire s'assimiler à un ensemble. Il est évident que dès l'instant où nous avons lancé notre action, qui a une vision positive de ce que nous allons devenir, et dès l'instant où nous remettons le mot intégration dans son principe d'origine, c'est-à-dire que nous lui donnons sa fonction première, celle que nous avons décidée, celle que nous allons décider de ce que nous voulons mettre dans l'intégration, il est évident que les médias à ce moment-là qui font, parce que je suis très étonné d'ailleurs, que les médias qui font l'actualité, on dit toujours il y a un terrorisme des médias. Mais ce terrorisme, en 3 mois de temps, nous l'avons complètement, vampirisé. Parce qu'il y a eu 3 articles, il y a eu celui-ci, il y a eu Au revoir l'intégration, un article du Monde, et il y a eu Qui a peur du référendum, d'ailleurs repris dans le Figaro aussi, et dans un article du Monde. Ces 3 articles démontrent que notre action sur le plan psychologique et sur le plan pédagogique porte ses fruits. C'est-à-dire tous les thèmes, tout ce qui était les thèses de la gauche et de l'extrême gauche en matière d'immigration et d'intégration, est en train de sombrer. Et nous voyons dans cet article du Figaro d'une page entière un monsieur qui, jusqu'à ce jour, préconisait les principes communautaires, préconisait la modification de la Constitution pour introduire des modes de comportement complètement différents d'une autre. Eh bien, nous voyons ces gens-là sentant le danger des États généraux, sentant le danger il faut le dire, d'une vision positive de l'intégration, sentant le danger que le peuple français peut décider aujourd'hui de ce qui va le mettre dans le mot intégration, sentant l'ensemble de ces dangers, à ce moment-là. On oublie cette sémantique qui mettait en cause le peuple français dans ses origines, et on dit maintenant, eh bien, on va s'intégrer comme on a décidé, comme le peuple français décide. Eh bien non, nous allons faire donc les états généraux du peuple français, et nous allons répondre d'ailleurs par ces états généraux à cette prise de position de SOS Racisme et des associations satellites du PS. Alors, il faut répondre aussi à autre chose. Ça prouve que cette initiative des gens qui jusqu'à ce jour nous avaient combattus est en train de faire déborder complètement, est en train d'annihiler 20 ans de travail de subversion de ces gens-là.
Donc ça prouve une chose, c'est que notre démarche est ultra réaliste, parce qu'elle s'appuie sur 3 constats, et j'aurais aimé vous en faire part. Le premier est un constat politique, c'est l'éclatement de tous les partis traditionnels de droite. Voilà, c'est un fait dont il ne convient même pas de débattre, mais qu'il faut prendre en compte. Le deuxième constat, c'est que les partis de gauche n'ont plus prise sur l'électorat, et ils ne se maintiennent artificiellement au pouvoir que par le contrôle des médias. Donc ils changent la sémantique. L'image réelle des chefs de partis politiques est décrédibilisée, et grand phénomène qui nous intéresse en premier lieu au niveau des États généraux et du référendum sur l'immigration et l'intégration, c'est que l'abstention est devenue le premier parti de France. Alors, là, il faut dire aussi ceci, parce que nous allons vers un quinquennat, soi-disant, ou un septennat. Et je pense que ce référendum va échouer. Et donc, pourquoi, simplement? Parce que Chirac et Jospin pourront-ils modifier la Constitution si 20 ou 30% des Français votent? Eh bien, notre réponse aujourd'hui, elle est de dire non. Si 20% ou 30% des Français votent, eh bien, M. Chirac et M. Jospin ne pourront pas modifier la Constitution parce qu'ils n'auront pas quota du peuple français. Et puis il y a une deuxième raison, alors qui est quand même extraordinaire, que nous n'avons pas lu dans aucune presse jusqu'à ce jour. Pourquoi dire oui ou non en une question à un problème sur le quinquennat ou septennat, alors que pour Amsterdam, où il y avait 1000 questions que l'on pouvait se poser, on nous a posé oui ou non, êtes-vous pour Amsterdam? Bon, ça s'est passé au Congrès, mais ça a été pareil pour Maastricht. Maastricht, on nous a dit oui ou non, êtes-vous pour le traité? Alors que dans le traité de Maastricht, il y avait 1000 questions que se posait le peuple français, et auxquelles le peuple français n'a toujours pas répondu. Alors, quand vous voyez cette sémantique sur le référendum, nous voyons apparaître dans les journaux aussi les états généraux de l'extrême gauche. C'est que nous sommes en train de coller à la volonté du peuple français. Notre action est en train de coller à la volonté du peuple français qui ne veut plus être manipulé. Et il nous faut agrandir la brèche que nous venons d'ouvrir. Il faut que nous puissions respirer à plein poumon et arrêter de geindre et de dire ils sont méchants, ils sont vicieux, ils sont salauds. Excusez-moi du terme. Dans notre action, c'est nous qui allons sonder. Nous sondons les hommes politiques, nous sondons ceux qui jusqu'à présent nous sondaient. C'est le peuple français qui sonde les sondeurs. La convocation des États généraux et le référendum sur l'intégration et l'immigration sont l'avenir réel de notre pays. Car c'est au peuple français de décider de l'intégration et de l'immigration qu'il désire. Et alors je vais quand même dire quelque chose qui est important. Ce n'est pas à l'ONU, ni aux immigrés de la deuxième génération. Et je dis à M. Smaï, quelles que soient les bonnes intentions de M. Farid Smaï, ce n'est pas à lui de dicter au peuple français le modèle d'intégration qu'il souhaite ou l'immigration qu'il désire. C'est enfin au peuple français libre, réuni en états généraux, d'en décider. Alors, autre chose, est-ce que stratégiquement nous avons fait une erreur? Est-ce que notre réalisme peut être battu en brèche? Alors que nous allons assister à un débat complètement irréaliste au niveau du quinquennat et du septennat. Nous allons voir la classe politicienne s'auto-flageller pour voter un texte inutile et sans importance, car il n'existe plus de constitution en fait si on regarde bien. Le peuple français doit aller aux États généraux. Et nous devons définir et imposer un référendum sur l'immigration et l'intégration. Et puis, il faut que ce référendum de M. Chirac-Jospin, ce référendum de la cohabitation, eh bien, soit un bide. Il faut affirmer pendant ce temps quelque chose de positif. Il faut affirmer notre vision positive et unitaire de notre peuple. Alors, je finirai par deux choses. Je voudrais poser deux questions à nos détracteurs qui sont pour nous des nihilistes. Alors que la gauche, elle, fait son travail et que nos détracteurs obéissent à des pulsions irrationnelles déterminées par la gauche. Je veux vous dire deux choses, je poserai deux questions. Et je sais que des milliers d'auditeurs de Radio Coursoisie ont répondu à mon action et continuent à toute la France à, je pense, lever un grand espoir. Les Français ont-ils peur de gagner et de réussir, ou sont-ils conditionnés par les partis politiques à des stratégies d'échec? Deuxièmement, des partis ou des hommes de partis
Agissent-ils pour empêcher la tenue de ces états généraux sur l'intégration et l'immigration, travaillant ainsi à perpétuer la désunion du peuple français voulue par l'ennemi face au problème de sa survie en tant que peuple libre? Parce que c'est de notre survie qu'il s'agit. Ce ne sont pas les municipales ou le quinquennat, le septennat qui va décider de notre survie, c'est ces états généraux. Et je voudrais, par rapport à votre émission que je viens d'écouter, dire quelque chose. Si en effet nous ne sommes que 2000 à manifester pour nos idées, comme nous on l'a vu dernièrement dans une manifestation, alors que, bon, excusez-moi du terme, les tarlouses font bouger, je vais être poursuivi, 250 000 introvertis, ce n'est pas parce que les médias sont plus forts, ce n'est pas parce que les homosexuels sont plus forts, que la gauche est plus forte, que M. Bouteflika est plus intelligent ou plus vicieux, c'est que la méthode employée est mauvaise, c'est la méthode employée qui chez nous est mauvaise, que le langage employé est mauvais, puisqu'il ne convainc plus les 30 millions de Français qui pensent la même chose que nous. Nous sommes 30 millions de Français à penser la même chose, et nous n'arrivons pas à nous exprimer quel est ce bégaiement intellectuel. Alors, les réponses que nous apportons à ces ambiguïtés sont claires et nettes et précises. Elles ne souffrent et n'autorisent pas la discussion byzantine sur le sexe des anges. Prenez en main la décision de la victoire. Unissez-vous hors les slogans tout faits. Ne vous inscrivez pas au club des aigris, des Yaka, des Messi. Mettez-vous au travail pendant les vacances. Activez la démarche de sensibilisation en distribuant ou en envoyant le document de référence, car l'été va être chaud. Je vous le promets. N'ayez pas peur de sortir de vos chapelles pour prôner l'unité d'action sur un thème qui unit et qui ne divise pas. Seule l'idée et son aboutissement comptent. C'est pas Chabanis qui compte, c'est pas les partis qui comptent, c'est l'idée qui compte. De votre volonté de vous désunir, de vous battre entre vous, sortira l'échec de nos idées. De votre volonté de vous unir sortiront de nouveaux chefs ou décideurs et naîtra la réussite et le renouveau de notre pays. Je pense que nous devons décider, je pense que les éditeurs de Radio Courtoisie qui m'écoutent doivent décider et prendre le combat à leur compte. Et je dis ceci aux hommes politiques, que l'on me donne le centième, le millième des sommes dépensées par les mouvements nationaux pour les dernières européennes, avec les résultats qu'on le connaît, et moi je dis qu'avec ce centième des sommes dépensées, je lève le peuple français. Je le dis parce que c'est dans l'esprit du temps, cette action est complètement réelle, elle est complètement dans l'esprit du temps, et les Français attendent cette action. Voilà. Merci Alexandre Chabanis. Je vous demande mon adresse. Oui, justement, j'allais vous demander de donner votre adresse, et je demande aux auditeurs qui ont envie de vous aider, parce que je sais que vous hésitez toujours à le faire, de vous envoyer des sous, tout simplement parce que vous avez besoin d'argent pour financer l'affichage, le tractage et surtout le postage de vos documents. Voilà. Et aussi, surtout, je vais faire un tour de France à partir de septembre, et je vais pour lancer les comités départementaux, régionaux et le comité national qui mettra en place qui sera la structure même qui mettra en place les états généraux. Alors, il faut donc, si on veut vous aider, si on veut en savoir plus, écrire à quelle adresse? 34 Grande Rue, 95 550 Bessancourt. 34 Grande Rue, 95 550 Bessancourt. Téléphone fax 01 30 40 03 71. Merci Alexandre Chabanis. Alors, la semaine prochaine, on fera une émission un peu plus longue avec vous, parce qu'il faudrait quand même, je sens que beaucoup d'auditeurs me disent, mais on comprend pas bien le concept, donc il faudra que vous veniez expliquer le concept. On va le réexpliquer. Voilà, à la semaine prochaine. Merci, au revoir tout le monde. Chers auditeurs, merci de votre attention. À la semaine prochaine. Que Dieu nous garde.